charge mentale, harcèlement, temps partiel, féminicide, violence conjugale, écart salarial, tâches ménagères, soins aux enfants, burn-out, agisme. On entend souvent dire que l'égalité entre les femmes et les hommes est acquise. Mais est-ce vraiment le cas ? Soralia vous en parle dans sa campagne « L'égalité, c'est pas gagné ». Non mais sérieux, t'as vu le dernier spot de Swag Girl et son nouveau régime ? Et tu crois qu'il est pas trop tard pour cet été ? Ben, tu peux toujours commencer par faire un jeûne intermittent. Fini les bons petits-déj alors. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast sur la thématique à propos des injonctions sur le corps des femmes. Nous accueillons aujourd'hui Anissa D'Ortenzio, qui est chargée d'études chez Soralia. Bonjour Anissa. Bonjour Wevin. Y a-t-il encore aujourd'hui des injonctions qui pèsent sur le corps des femmes selon toi Anissa ? Oui, bien sûr, il en existe encore énormément. Le fait de devoir s'épiler, de rester jeune, de devoir se maquiller, rien qu'avec les tendances aussi, par exemple avec la famille Kardashian, d'avoir les formes qu'il faut là où il faut. Avec la culture pop coréenne, c'est plutôt être maigre et savoir être bien maquillée. On voit aussi qu'il y a des injonctions qu'on pourrait dire intersectionnelles. Donc le fait d'avoir peur de son premier cheveu blanc, de sa première ride. Quand on a certaines origines, d'utiliser des produits qui blanchissent la peau, de vouloir lisser des cheveux qui sont plutôt crépus, d'avoir des grands yeux, etc. On voit aussi qu'il y a des injonctions au quotidien, le fait de devoir être une mère et de travailler en même temps et de travailler comme si on n'avait pas d'enfant finalement et d'avoir l'apparence d'une femme qui n'a ni enfant ni travail, d'être toujours fraîche quel que soit le moment de la journée. On voit aussi que même dans la maladie, on ne nous lâche pas la grappe en fait. On le voit avec l'exemple du cancer du sein. Quand certaines femmes doivent faire une mastectomie, donc se retirer un ou deux seins, on les pousse souvent à faire une reconstruction des seins plutôt qu'une cicatrice à plat, par exemple. Et quand elles font cette reconstruction mammaire, on les pousse aussi souvent à faire une augmentation mammaire, alors que ce n'est pas forcément nécessaire et que dans la maladie ou après la maladie, tu n'as pas forcément envie d'être toujours aussi désirable. Ce n'est pas ta priorité numéro 1. Donc ouais, il y a encore beaucoup de challenges au niveau des injonctions aujourd'hui. Et comment sont véhiculées toutes ces injonctions ? Alors forcément, on est influencé par ce qui nous entoure, la famille, les amis, les proches, etc. Mais dans la mondialisation actuelle dans laquelle on vit aujourd'hui, on est entouré énormément par les publicités, les films, mais surtout les réseaux sociaux en fait. Et là, on voit qu'il y a un pouvoir énorme des images qui vraiment vont nous donner des modèles et nous influencer énormément et nous imposer en fait une sorte de lunettes et de regard sur les autres et sur nous-mêmes. Et il y a un exemple assez parlant avec ça, c'était dans les années 2000-2010, dans des communautés assez isolées au Nicaragua, où on voit l'installation de la télé internationale. Et en moins de 3 ans, on est passé de canons de beauté qui valorisaient les formes, d'être voluptueuses, etc., à des canons de beauté vraiment sur la minceur, voire la maigreur. Et en même pas 3 ans, on voit que les femmes commencent à faire des régimes, à avoir une baisse drastique de leur estime d'elles-mêmes. Enfin, ça montre vraiment à quel point les images ont un pouvoir énorme sur nous. Mais comment explique-t-on que ces injonctions pèsent particulièrement sur les femmes ? Alors, il y a plusieurs explications possibles, j'en retiendrai qu'une aujourd'hui. En fait, on voit que depuis l'Antiquité, les philosophes, les sages, les érudits, soi-disant, vont beaucoup amener de pseudo-arguments scientifiques médicaux pour toujours justifier que les femmes sont plus faibles que les hommes. Et par exemple, on le voit avec la maladie comme l'hystérie, qui était une maladie qui, soi-disant, ne touchait que les femmes, les juifs et les homosexuels. Donc, en fait, toutes les tranches de la population qui n'étaient pas voulues, on va dire, comme ça. Et de là, on voit en fait que l'idée, c'était de vraiment reléguer les femmes au foyer, qu'elles ne s'investissent pas dans l'espace public. Et pourquoi ? Pour en fait qu'elles ne puissent s'investir que dans 2 fonctions qu'on leur accordait. Et c'était la fonction de la reproduction, de faire des enfants, mais aussi d'être désirable. Et c'est tout finalement, d'être un poteau physique beau, mais qui ne pensait pas. Et on voit que ça a été repris par les féministes, évidemment, qui ont repris ces enjeux et qui ont beaucoup travaillé dessus. Mais qu'après les années 70, les féministes ont beaucoup plus travaillé sur la place des femmes dans le monde du travail et moins sur les questions du corps. Heureusement, ici, ces dernières années, avec le mouvement MeToo, on voit que c'est remis au goût du jour avec la question du plaisir féminin, de l'épilation, etc. Et c'est tant mieux, en fait, qu'on en reparle, parce que c'est essentiel. Quelles sont les conséquences de ces injonctions qui pèsent spécifiquement sur nos corps, Anissa ?
On pourrait résumer ces conséquences négatives par l'expression « il faut souffrir pour être belle ». Je déteste cette expression. Oui, moi aussi. On remarque qu'il y a 3 formes de souffrance, on pourrait dire. La souffrance au niveau de la santé, la souffrance au niveau du portefeuille et celle au niveau de l'environnement. Au niveau de la santé, il y a beaucoup d'études qui montrent que ces canons de beauté inatteignables, en fait, vont provoquer des troubles dépressifs précoces chez les adolescentes, voire des personnes plus jeunes. Sans parler aussi d'autres troubles comme l'anxiété, les troubles alimentaires multiples. Et au niveau de la santé physique, il y a aussi des choses à dire, avec les régimes yo-yo qui font prendre plus de poids finalement que d'en perdre. On voit aussi qu'on confond souvent beauté, santé et hygiénisme, propreté, que les industries vont travailler aussi cette confusion-là. C'est-à-dire que finalement, pour des adolescents, par exemple, avoir des boutons ne signifie pas forcément qu'on est sale ou qu'on est en mauvaise santé, ça n'a rien à voir. Au niveau du coût financier ou de son portefeuille, là où ça fait mal, on voit que rien qu'à titre d'exemple, l'épilation nous coûterait environ 21 000 € dans une vie, à hauteur de 60 € par mois sur 35 ans. Sans parler bien sûr du reste, du coiffeur, de la manicure, etc. Sans parler non plus des taxes roses, du fait de payer plus cher un rasoir rose plutôt qu'un rasoir bleu. Et finalement, quand notre portefeuille à nous diminue, on voit que les poches des industries, elles, augmentent. Avec en moyenne, rien qu'en 2017, plus ou moins 78 milliards d'euros pour l'industrie de la beauté. Finalement, à ces 2 coûts-là, on peut ajouter le coût environnemental qui touche tout le monde, pas que les femmes. C'est-à-dire que tous les packaging, des produits de beauté, du plastique, on n'est pas forcément sûr que tout soit bien recyclé. Et la majorité va donc être brûlée, ensevelie. Et par conséquent, on va augmenter tout ce qui est pollution de l'air, de l'eau, sans parler des transports des déchets, etc. Puis les ingrédients chimiques aussi, qu'on va utiliser et qui sont dérivés du pétrole. Et le bien-être animal encore. On ne peut pas garantir que tous les produits de beauté qu'on voit sur le marché sont forcément cruelty-free, comme on dit. Donc finalement, quand on reprend cette expression « il faut souffrir pour être belle » et être acceptée, valorisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut souffrir en dégradant l'environnement pour des injonctions qui nous rendent malheureuses, en mauvaise santé et plus pauvres. Tout ça au seul bénéfice vraiment des industries. Et pour conclure, est-ce que tu aurais des solutions à nous donner justement pour contrer ces injonctions ? Alors l'État a un rôle à jouer, typiquement dans la restriction de la publicité, dans la réglementation aussi davantage des industries de beauté et des réseaux sociaux aussi, qui ont une énorme part à jouer. Il y a aussi toujours ce travail de sensibiliser aux injonctions, aux stéréotypes du genre et de développer l'esprit critique finalement. Mais moi, ce qui me tient aussi à cœur de parler ici, c'est au niveau individuel, d'essayer d'adopter une perspective dans laquelle notre corps est plus un boulet à avoir avec nous, un problème à résoudre absolument. Pour moi, prendre soin de soi, ça peut être un acte militant. Et pas forcément dans cette logique marchande de s'acheter une crème ou quoi, mais vraiment dans l'idée d'essayer de s'éloigner un peu des injonctions autour du corps aujourd'hui pour se concentrer davantage sur des choses qui nous épanouissent, des projets vraiment qui ont du sens pour nous et d'investir de l'argent là-dedans, des projets ou des choses qui nous boostent en fait et qui vont vraiment nous aider à avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Et je suis sûre que là, la santé mentale, la santé physique, tout ça va suivre. Et en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite vraiment. Eh bien, en tout cas, et moi, je te remercie vraiment beaucoup parce que tu viens de nous dresser un panel vraiment très complet de toutes les injonctions et même celles auxquelles on ne pense pas toujours. Et donc, merci beaucoup, Anissa. Avec plaisir. Ce podcast a été réalisé par Xara ASBL à l'initiative de Soralia avec le soutien de Solidaris Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie nationale.